nom c'est Camara Amadou. Je suis citoyen guinéen. Donc, je viens d'un village un peu reculé, disons de Mali. Je ne sais pas si vous connaissez Mali. Mali où se trouve le Moloura, le second plus haut sommet de la Guinée. Donc je viens de là-bas. J'ai un background en communication. J'ai une maîtrise en journalisme. Donc j'ai travaillé pendant très longtemps dans le secteur de la communication, en tant que communicant, dans différentes organisations et institutions. Je m'y connais aussi un peu dans un domaine, je pense, qui est relativement nouveau chez nous, qu'on appelle Industrial Relations, les relations de travail. C'est un peu proche des ressources humaines, mais je pense beaucoup plus englobant que les ressources humaines. Les ressources humaines, j'aime en fait les relations entre l'employeur et l'employé à titre individuel. Les relations de travail, c'est les emplois en tant que collectivité, si vous voulez, avec l'employeur. Donc j'ai cette expérience. Et puis surtout, voilà, je suis très heureux bénéficiaire du programme de bourse international qu'on appelle Cheveni. Alors c'est justement par rapport à ça qu'on vous a invité aujourd'hui dans nos locaux. Vous êtes bénéficiaire du programme Cheveni, qui est une bourse donc, offerte par le gouvernement britannique. Vous venez donc de la Grande-Bretagne, vous avez suivi un master dans le cadre de cette formation-là. Parlez-nous d'abord brièvement, c'est quoi le programme Cheveni? Voilà, donc le programme Cheveni, comme je le disais, c'est un programme qui a été initié et qui est mis en œuvre par le gouvernement britannique. Le bureau qui s'appelle Foreign Commonwealth Office, c'est un peu l'équivalent du ministère des Affaires étrangères. Donc il a été initié, je pense, il y a une décennie. Donc, et depuis son initiation, je pense au total, en 2018, il y a eu plus de 50 000 bénéficiaires partout à travers le monde. Donc il est initié en faveur, disons, des ressortissants des pays d'abord non britanniques et non européens, essentiellement les pays en voie de développement. Donc, j'ai bénéficié de cette bourse pour l'année 2017-2018. Et puis voilà, et malheureusement, depuis, si je puis dire malheureusement, depuis que ce programme a été initié, pour la Guinée, on n'est qu'à la troisième vague. Donc, sachez que chaque année, il y a une vague qui participe et qui bénéficie de cette bourse, de ce programme de bourse depuis son initiation. Mais nous, c'est la troisième année, c'est la troisième fois que nous bénéficions de ce programme de bourse si prestigieux. Alors, il est ouvert à tout le monde. Donc, les critères rapidement, c'est que vous soyez un citoyen guinéen, de nationalité guinéenne, et que vous ayez un diplôme d'études universitaires et que vous parliez, que vous ayez un niveau décent en anglais et que vous ayez une expérience professionnelle de minimum 2 ans. Essentiellement, c'est ça de façon ramassée. Et si vous allez en ligne, c'est www.chevenin.org/apply, ou bien je pense que c'est .org/apply, c'est ça, voilà. Donc sur ce site, vous trouverez tous les détails qui concernent l'ensemble du processus depuis le début jusqu'à la fin d'abord la présélection et la sélection définitive. Et voilà, essentiellement c'est ça. L'année passée, si je peux ajouter cela, c'est que d'abord c'est un programme très convoité, extrêmement compétitif. Il y a eu plus de 64 000 postulants à travers le monde. Et puis 1700 environ ont été retenus. Et parmi ces 1700, je pense qu'il y avait 70 ou bien 80 Africains. Et malheureusement, j'étais le seul Guinéen. Donc moi, j'étais très touché par le fait que parmi tout ce beau monde, qu'il y ait un seul citoyen guinéen qui en ait bénéficié, sachant que la Guinée, voilà, a des potentialités, a surtout des ressources humaines très qualifiées. Je pense qu'il y a peut-être des milliers de Guinéens qui sont autant qualifiés que moi, si ce n'est plus que qualifiés que moi. Donc j'ai pris l'engagement personnel de faire en sorte que le programme soit davantage connu en Guinée, connu par les Guinéens, notamment les jeunes, afin que les gens puissent en bénéficier au maximum. Vous pensez que s'il n'y a pas beaucoup de Guinéens, c'est parce qu'il
les gens ne sont pas très informés de l'existence du programme, ou c'est la barrière linguistique puisqu'il faut parler anglais pour participer au programme, ou qu'est-ce qui pourrait expliquer donc le fait que la Guinée est très en retard par rapport à ce programme? Bon, je ne sais pas si je connais tout, mais ce que je sais, c'est que, comme je vous l'ai dit, je m'engage pour faire en sorte que vraiment que les Guinéens sachent. Peut-être, comme vous l'avez dit, si le maximum de jeunes Guinéens avaient connaissance de l'existence du programme, beaucoup de gens auraient tenté. Et comme je vous dis, je fais vraiment confiance, je fais foi à les qualités, les potentialités des jeunes Guinéens. Donc s'ils tentent, ils vont réussir. L'année passée, j'ai rencontré par exemple un pays comme la Gambie, je pense qu'ils avaient 5 représentants. Le Sénégal avait 8 représentants et j'étais très jaloux et je leur disais souvent que voilà, sachez que dans les années à venir, vous verrez beaucoup plus de Guinéens venir parce que je m'investis dans ce sens. Et d'ailleurs, j'ai été parmi des invités au ministère des Affaires étrangères, notamment le ministre en charge du développement international qui a invité l'ensemble des boursiers africains en Grande-Bretagne pour échanger du partenariat entre l'Afrique et la Grande-Bretagne. Donc j'ai saisi l'opportunité pour plaider en faveur de l'augmentation, si possible, du nombre de boursiers guinéens dans le cadre du Chevenin. Et partout où l'occasion s'est présentée, je me rappelle l'ambassadrice ici, lorsque on m'a annoncé que j'ai été retenu, je lui ai dit mais je suis seul. Elle m'a dit oui, malheureusement cette année vous êtes seul. Et sachez que nous voulons vraiment qu'il y ait beaucoup plus qu'une seule personne. Donc j'ai dit qu'est-ce qu'il faut alors pour que la Guinée ait plus d'une seule personne. Elle a dit d'abord il faudrait que les Guinéens s'intéressent au programme et qu'ils se préparent, qu'ils postulent pour compétir avec les autres assassins. Et elle a dit si cela est fait, elle a des candidats qualifiés, elle fera en sorte que si cela est une nécessité pour que le nombre de postes pour la Guinée soit augmenté. Donc c'est pour cela, comme je vous le disais, je me suis engagé à faire en sorte que le maximum de jeunes Guinéens aient connaissance de l'existence du programme afin qu'ils postulent et qu'il y ait des gens qui sont préparés, qualifiés, afin qu'ils postulent et qu'ils réussissent. J'ai appris récemment que le gouvernement britannique a décidé d'augmenter le nombre de places pour les Africains. Je pense que ça va maintenant au niveau de 100 ou même plus. Donc alors il y a 100 places pour l'Afrique. Et je me dis, avec tout ce que nous avons comme qualité, la Guinée a beaucoup plus de chances d'avoir beaucoup plus de places. Et récemment, il y a eu 4 personnes, je pense cette année, qui iront. Je ne dis pas c'est à cause de ma campagne. Moi, je sais que l'ambassade ici a fait énormément d'efforts. Il y a eu des affiches partout, il y a des campagnes de communication. Donc c'est pour cela que je me suis dit, c'est un engagement, c'est une obligation citoyenne de ma part de faire en sorte que les gens aient connaissance de l'existence du programme. Et concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire? Quelle sera votre stratégie pour amener beaucoup plus de Guinéens à s'intéresser à ce programme et l'avoir? D'abord, ce que je suis en train de faire, ce que nous sommes en train de faire là, à travers cette interview, je sais que Guinée Matin, c'est l'un des organes médiatiques en ligne le plus suivi en Guinée, peut-être même en Afrique. Donc, je disais à votre directeur tout à l'heure que je pense l'un des rares organes à avoir des représentants sur l'ensemble du territoire national. La Guinée ne s'arrête pas à Conakry. Il y a des potentialités à l'intérieur du pays. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous espérons à travers cet entretien, notamment à travers vos différentes plateformes, le site internet, le canal YouTube, la page Facebook, les gens prendront connaissance des personnes qui sont directement ou bien indirectement intéressées, prendront connaissance non seulement de l'existence du programme, mais aussi du processus. Comme je mentionnais tantôt, il faut tout simplement être citoyen guinéen, avoir un niveau d'anglais décent, avoir un diplôme d'études universitaires, par exemple Bac plus 3 ou bien Bac plus 4, et une expérience professionnelle décente. Et surtout, je vais insister sur cela, la motivation, parce que c'est très facile d'abandonner quand on vient, vous le disiez tantôt, c'est la barrière linguistique. Moi, là où j'ai appris l'anglais, c'est au village, je parlais d'entrée de jeu à Mali, c'était, je pense, en 1994, j'étais au collège. Donc, je puis dire avec assurance que quand j'ai commencé, peut-être c'est une personne parmi 10 000 qui parlait anglais. Je n'avais pas toutes ces ressources qui existent aujourd'hui à travers l'Internet partout. Il y a des ressources partout pour apprendre l'anglais. Et en ce moment, j'étais sûr, j'ai pris des livres, j'ai commencé à apprendre et j'ai appris. Et finalement, aujourd'hui, mes 15 années d'expérience professionnelle passée, j'ai utilisé beaucoup plus l'anglais que le français.
Donc, alors, faut pas dire que oui, je réponds aux 4 premiers critères que j'ai énumérés et puis ça devrait suffire. Il faut surtout s'armer de motivation et de détermination. Et je pense que ce n'est pas ce qui manque à la Guinée et aux Guinéens. Donc, si tout cela est réuni, il y a beaucoup plus de chances que nous augmentions le nombre de lauréats au niveau de cette bourse. Et la bourse, si je comprends bien, c'est une bourse qui est 100% gratuite. La bourse, elle est gratuite, comme vous le dites, presque à 100%. C'est que commencer par votre billet d'avion pour aller en Angleterre, aller-retour, c'est payé. Les frais d'études sont payés. Et aussi la prise en charge, c'est-à-dire les besoins fondamentaux. Évidemment, si vous faites les balles ici, la Comté Condé pour aller faire du tourisme, ça, la bourse ne prend pas ça en charge. Mais voilà, les besoins fondamentaux sont pris en charge par la bourse. Donc, du début à la fin, et tout est pris en charge par la bourse. Évidemment, vous savez, les universités ont des quotas du point de vue frais un peu différents. Si vous choisissez un programme extrêmement élevé qui ne rentre pas dans le cadre de la bourse, je pense qu'ils vont demander qu'ils vous fassent une contribution. Mais essentiellement, tous les programmes qui sont, surtout si vous regardez sur le site internet de Tchevenel, c'est que les différentes rubriques, les thématiques qui concernent la Guinée, ce sont des thématiques qui existent au niveau des différentes universités britanniques. C'est qui sont des thématiques, si vous allez dans ce cadre, normalement, vous choisissez un programme qui est couvert entièrement par la bourse. Comme je le disais, votre billet d'avion aller-retour, le frais d'études, la prise en charge, même l'argent de poche. Quand vous arrivez aussi, on vous fait une allocation pour que vous puissiez vous préparer. Donc tout cela est pris en charge par la bourse. Pour combien de temps cette formation? Je pense que ça c'est une question pertinente. Traditionnellement, presque il y a beaucoup d'universités, surtout dans les pays avancés comme l'Europe, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Le master, le programme est de 2 ans. Mais pour ce cas précis, bon, évidemment, il y a beaucoup d'institutions académiques aussi qui ont un master d'1 an. Donc pour ce qui concerne Tchevenel, c'est 12 mois, c'est-à-dire un programme de master d'1 an. Ce n'est pas le PhD, j'insiste, ce master c'est 1 an. Alors, il y a des avantages avec cela. Vous savez, il y a, comme je le disais, un des critères, c'est que vous ayez une certaine expérience professionnelle. Si vous avez par exemple des engagements avec un employeur, vous venez vers lui, vous lui dites, bon écoutez, je voudrais prendre une disponibilité ou des congés sabbatiques, je ne sais pas ce que les gens utilisent, et je voudrais aller pour 2 ans. Donc je pense que vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir la permission avec votre employeur que si vous dites que vous allez pour obtenir un master pendant 1 an. Donc, et si vous allez généralement, vous interagissez avec des gens qui ont de l'expérience. Donc c'est un programme de formation orienté vers des théories concrètes et surtout la pratique. Donc alors en 12 mois, vous pouvez réaliser le programme de formation et cela c'est maintenant monnaie courante partout en Angleterre, aux États-Unis et au Canada, en Angleterre particulièrement. Il y a énormément d'institutions académiques qui ont un programme de master d'1 an. Alors il y a plusieurs domaines d'intervention, si je comprends bien, il y a beaucoup de filières sur lesquelles porte ce programme-là. Quelles sont principalement, en tout cas, les filières dans lesquelles les gens peuvent postuler pour ce programme? C'est presque indéfini. Presque indéfini. Je pense que c'est la santé médicale. Avoir un doctorat en santé, vous savez, ça prend beaucoup de temps. Je pense que c'est le seul domaine qui est exclu. Mais cependant, ce qui serait juste de dire, c'est de recommander aux gens qui sont intéressés d'aller sur le site. Mais que ce soit en économie, en comptabilité, en droit, en développement international, en relations internationales, en communication, parce que tous les domaines d'application sont intéressés. Et aussi, vous verrez au niveau du site internet, on demande votre pays d'origine. Donc le gouvernement britannique, généralement, a des priorités selon les pays. Donc c'est sur la base de ces priorités qu'ils définissent le programme pour lequel vous pouvez postuler. Alors justement, ce master-là, c'est bien une formation académique, mais aussi c'est une expérience que les participants vont bénéficier. Parlez-nous brièvement de votre expérience en Angleterre dans le cadre de ce master. Oui, c'est une question très pertinente, parce que généralement, il y a 3 grandes étapes. Il y a l'étape du processus d'application, on dit ça en français, pour appliquer, processus de présentation de candidature. Et puis après ça, il y a les études, et après les études, il y a ce que vous ferez après les études. Généralement, les gens ont tendance à se concentrer au niveau du processus de présentation de candidature. Et une fois qu'on obtient, qu'on est sélectionné, les gens pensent que c'est fini. Sachant que le véritable travail commence au moment où vous êtes sélectionné, parce que c'est un véritable défi
Vous le disiez, vous posiez la question tantôt, la durée du programme. C'est un programme de 2 ans, 24 mois qui est réduit en 12 mois. C'est extrêmement intensif. Je ne le dis pas pour effrayer les uns et les autres. C'est que les Sénégalais, les Ghanéens, je ne sais pas, les gens qui viennent du Bangladesh, du Népal ont pu le faire. Les Guinéens font autant, sinon que plus. Donc, alors, la première des choses, c'est surtout au niveau de l'hébergement. Ce sont des petits détails que les gens peuvent sous-estimer, mais c'est extrêmement important si quelqu'un est retenu, il pense immédiatement où est-ce que je vais loger, parce que vous n'allez pas atterrir comme ça et dire que voilà, vous êtes arrivé en Angleterre. Donc, c'est important de prendre par exemple contact avec ceux qui sont partis, qui sont revenus. Je fais partie, il y a un réseau qui a été mis en place qui s'appelle Alumni. Je pense le site est en ligne et nous, chacun d'entre nous a sa page Facebook et d'autres plateformes des réseaux sociaux où nous pouvons être facilement contactés. Et là, nous nous sommes prédisposés à donner des conseils au maximum pour ne pas aller avoir des difficultés. Moi, personnellement, j'ai eu un peu de difficultés parce que j'ai été prendre un hébergement qui coûtait relativement plus cher. Donc, si j'avais bénéficié de conseils avant, j'aurais pu l'éviter parce que, en plus du programme pour lequel j'étais parti, j'avais pu, par exemple, payer un autre cours dans le domaine de la gestion des projets. Donc ça, c'était un cours externe. Donc si j'avais épargné davantage, j'aurais pu suivre d'autres cours parce que la formation, vous savez, ça ne finit jamais. Donc ça, c'est un exemple disons, de l'expérience vécue par quelqu'un qui a bénéficié du programme. Évidemment, cela a mis de côté ce processus. Il y a le fait que le programme sollicite à ce que les Guinéens découvrent l'Angleterre dans toute sa diversité, sa culture, le domaine du business, tout ce qui est possible. C'est un pays très ouvert, plein de potentialités et d'opportunités. Vous pouvez prendre contact avec des hommes d'affaires, avec des entreprises qui voudraient venir investir en Guinée. Si vous pouvez être porte-voix, vous pouvez ramener une entreprise qui pourrait intervenir en Guinée et investir dans un domaine d'intérêt pour vous. Donc c'est ouvert et vous pouvez, comme je le disais, découvrir aussi la culture anglaise. Ça aussi c'est fondamental, c'est extrêmement important. Et au-delà, c'est que le programme, comme je le disais, il y a eu 50 000 bénéficiaires. L'année passée, il y avait 1700. Et on se retrouve, je pense, au minimum 2 fois par an. Donc vous pouvez interagir avec eux. Il y a certains qui sont africains, qui sont nos voisins, par exemple, le Sénégal, la Gambie, le Ghana, la Côte d'Ivoire, etc., etc. Donc vous pouvez garder contact avec ces gens, travailler avec eux, élaborer des projets que vous pouvez réaliser ensemble pour votre propre bénéfice, mais aussi le bénéfice de vos pays d'origine. Alors, dans le cadre de cette formation, vous avez travaillé sur un projet d'étude que vous avez intitulé « Les effets de la diversité sur le développement économique, cas d'étude de la Guinée ». Parlez-nous brièvement de ce thème. Oui, le contenu de mon programme avait 2 composantes essentielles. La première composante, c'était la gestion des projets, c'est-à-dire les capacités d'analyse et d'évaluation de la viabilité financière d'un projet. Maintenant, que ce projet soit un projet d'investissement ou un projet de développement. Un projet d'investissement, c'est un projet qui vise essentiellement un retour financier. Bon, le projet de développement, c'est un projet qui vise, par exemple, la satisfaction d'un manque quelque part, par exemple au niveau de la scolarisation, la lutte contre la pauvreté, etc. etc. Donc ça, c'était un volet. L'autre volet, c'est le volet développement économique. C'est-à-dire quelles sont les conditions, les ingrédients qu'il faut réunir pour qu'il y ait le développement économique de façon générale. Je pense que ce n'est pas ça essentiellement votre question, mais si vous voulez, on pourra après en discuter. Mais en plus de ces 2 composantes, il y a le mémoire, le thème de mémoire. Alors, mon thème de mémoire portait sur les effets de la diversité ethnique sur le processus de développement économique. Et j'ai pris la Guinée comme cas d'étude. Alors, là, ce qui m'a poussé à le faire, ce n'est pas lorsque je suis arrivé là-bas, c'était quelque chose qui me tenait à cœur depuis très longtemps. Comme vous le savez, la Guinée a 7 milliards de tonnes de bauxite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 7 milliards de tonnes de bauxite. Cela représente, vous savez combien? Plus de 25%, c'est-à-dire le quart de la réserve mondiale. Donc avec la teneur la plus élevée. Si par exemple en Australie, en Malaisie et dans d'autres pays, les gens cherchent à avoir une teneur allant de 28 à 35%, la Guinée c'est plus de 40, ça c'est le minimum, ça peut aller jusqu'à 50, la teneur. Je ne sais pas si, je sais certainement que vous n'êtes pas géologue, vous êtes journaliste. La bauxite est composée de 2 éléments chimiques majeurs. Il y a ce qu'on appelle le silice et l'aluminium. Donc pour avoir une tonne d'aluminium par exemple, il faut avoir 4 tonnes de bauxite. Donc ces 4 tonnes de bauxite sont mises dans un processus qu'on appelle raffinage. S'il est raffiné, il donne l'aluminium. Donc 4 tonnes de bauxite donnent 2 tonnes d'aluminium.
Et 2 tonnes d'alumine raffiné donnent 1 tonne d'aluminium. Alors, si, comme je le disais, en Australie, au Brésil, en Malaisie et autres, si eux, ils s'attendent à trouver environ 28 kilos jusqu'à, je veux dire, 280 kilos jusqu'à 400 kilos d'alumine dans la tonne de bauxite, nous, le minimum c'est 40. Donc la teneur est extrêmement élevée. Extrêmement élevée. Et nous avons des milliards de minerais de fer sur le ciment. Nous avons une pluviométrie très douce. Et le potentiel hydroélectrique de la Guinée, vous savez, c'est 6000 MW. 6000 MW, cela représente presque plus de 10% des besoins de la Guinée. Et nous avons les terres cultivables, je pense que nous avons plus de 6 millions d'hectares cultivables et nous avons plus de 354 000 hectares de plaines irrigables. Mais la Guinée, en 2015, je pense, en 2015, a eu un rang de 192e dans 185 pays sur l'indice de développement humain. Donc, et la croissance économique, si nous revenons, de 1960, juste après l'indépendance, jusqu'à maintenant, la Guinée, en moins, n'a jamais eu 5% de développement économique. Alors moi, en tant que citoyen, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour la Guinée? Et pourquoi la Guinée, pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ça ne va pas? Alors, j'ai été marqué par tant d'événements sociopolitiques, historiques. Certainement, vous avez entendu parler du complot en 1976, vous avez entendu parler du coup Wofala-Wofatara en 1985, les événements de juillet 85, vous avez entendu parler sur notre tour en 1993. Il y a eu tellement de propos tenus comme ça dans l'histoire de ce pays. Et puis, personnellement, l'expérience vécue, moi, ma maman est d'origine Djakanké, mon papa est d'origine Djaonké. Moi, je suis né, j'ai grandi dans le milieu culturel Peul. Donc, lorsque je suis venu de mon village, arrivé à Conakry, quand je montais dans les taxis, je trouvais que tout le monde se parlait de français. On n'avait pas une langue à nous. Donc, j'ai trouvé ça trop bizarre. Mon papa, quand il voyageait, il était un ancien combattant. On voyageait par exemple ensemble au Sénégal. Tout le monde partout, vous dites Nangadef, tout le monde sait c'est Nangadef, vous êtes sénégalais, et puis point barre. On ne cherche pas à savoir d'où vous allez. Ça, c'est un événement qui m'a choqué. Et ça, c'est depuis que je suis arrivé à l'université, il y a environ 20 ans maintenant. Et puis après, lorsque le CNDD a pris le pouvoir en 2008, j'avais un ami qui était un imam. Son péché mignon, c'était de jouer au damier. Donc on s'est connus au damier. Il était très attiré par mes talents parce que lorsque je suis venu, j'ai battu tout le monde. Et lui, il était en 3e division. Je l'ai fait revenir en 1re division. Je l'ai aidé à intégrer le groupe. Alors il m'a aimé naturellement. Il y a au minimum 25 entre nous. Donc alors, lorsque le CNDD a pris le pouvoir en 2008, il m'a appelé vers 21 ans. Il m'a dit il faut qu'on parle. Il était très sérieux. Je dis ok, monsieur l'imam. J'avais dit non, il faut que je vienne vous trouver. Lorsqu'il est venu me trouver chez moi, il a dit mais monsieur Camara, je dis oui. Il a dit les gens qui ont pris le pouvoir. Vous savez, il y avait le capitaine Dadis à la tête du CNDD. J'ai dit oui. Il a dit bon, ils sont venus, ils ont tenu des discours, lutte contre la corruption, lutte contre ceci, lutte contre etc. Et puis lutte contre le régionalisme, etc. Ils vont amener le développement. J'ai dit oui. Il a dit vous êtes content, vous pensez que ça va marcher? J'ai dit bon, on va voir. Il a dit vous savez, moi ce qui me préoccupe, leur président là, il est Camara. Il est quoi? Je dis qu'est-ce que vous voulez dire? Il a dit non, vous savez, vous par exemple, vous êtes Camara, mais on sait d'où vous venez, et puis voilà. Mais lui, il est Camara, il est quoi? J'ai trouvé que ça intéresse les gens, ça m'a choqué. Alors, 3e facteur, lorsque j'étais à l'université, je faisais la 2e année, on m'a coupé ma bourse de soutien pendant 4 mois, je ne recevais pas. Alors, j'ai tapé à toutes les portes possibles. Toutes les portes. Je n'ai pas pu avoir de solution. J'ai rencontré, j'espère que si Dr Banon me suit, me pardonner, je l'ai rencontré, je dis docteur, il faut que vous m'aidiez. Il a dit c'est quoi? Il dit mais je n'ai pas reçu ma bourse de soutien, ça fait 4 mois. Il a dit Camara, tu es venu ici pour étudier ou bien chercher de l'argent? Il dit non, mais je suis venu pour étudier, mais vous savez, si vous n'avez pas une bourse de soutien, moi je viens de Mali. Vous connaissez Mali? Il a dit peu importe où. J'ai dit non, je viens de Mali, je n'ai ni père ni mère ici, je vis de moi-même, donc ma bourse de soutien a été coupée. Il a dit, bon, écoute, moi, je m'occupe de tout ce qui est études. Je ne connais pas l'administration. Débrouille-toi et bonne chance. Mais tiens bon, ça ira. Je dis, d'accord. Il m'a tenu en fait en cours en méthodologie de recherche. Donc, finalement, il y a quelqu'un qui m'a conseillé d'aller voir le recteur en personne. Apparemment, le recteur avait informatisé tout parce qu'il y avait des détournements, selon ce que les gens disaient.
Donc j'ai été voir le recteur, de 7h à 19h j'étais assis, on ne m'a pas permis de rencontrer le recteur en personne. Donc 19h45, déjà là jusqu'à présent je me rappelle, il y a une délégation qui est venue du département pour rentrer. Il y avait un bureau qui a ouvert. Dès qu'il a ouvert, j'ai foncé directement dans le bureau du recteur. Alors le recteur, le bureau rouge m'a suivi, il m'a attrapé pour m'arracher et me sortir une manie militaire. Le recteur a dit non, s'il te plaît, laissez-le. Ils m'ont laissé, il a demandé à la délégation d'attendre, la délégation a attendu. Et puis après, il a dit oui monsieur, comment est-ce que je peux vous aider? D'abord, il a tiré une chaise, il a ouvert, il avait un petit frigo, il a sorti un Coca-Cola. C'est la première fois dans ma vie de boire un Coca-Cola en boîte tout frais. Je n'en avais jamais bu. Je le remercie. Alors, j'ai bu, lorsque j'ai fini, il a dit comment est-ce que je peux vous aider? Je lui ai dit, vous savez d'où je viens, monsieur le recteur? Il a dit non, je dis je viens de Mali. Il a dit de Mali? De Mali? Je dis non, Mali. Je dis il y a une différence entre Mali et Mali. Nous, quand nous disons Mali, c'est Mali, là où il y a le Moloura. Il a dit oui, mais dis-moi pourquoi, j'ai des gens qui m'attendent. Je dis non, en fait, ils ont coupé ma poche de soutien, ça fait 4 mois. Il a dit ok, d'accord. Il a dit pourquoi? Je dis franchement, je ne sais pas. Il a dit je vais voir ça. Il a dit mais promets-moi que tu n'es pas rentré par la petite porte. Je dis mais je ne comprends pas. Il a dit tu sais ce que je veux dire. Si tu es rentré par la petite porte, je ne peux rien pour toi. Je dis non, je ne comprends pas. Il a dit tu es admis officiellement. Il dit oui monsieur le recteur, je vous le promets. Il m'a dit donne-moi ton matricule. Je l'avais mémorisé, je l'ai donné. Dès qu'il a tapé, il a dit camarade. Je dis oui, il a dit tu es camarade. Je dis oui, il dit tu ne ressembles pas à ton nom. Et là c'est certain, j'espère qu'il va m'excuser si je prononce son nom, c'est Kaba 18. C'était notre recteur d'alors. J'ai appris qu'on l'appelle Kaba 18 parce qu'il n'a jamais eu moins de 18 en mathématiques. C'était sa plus petite note. Il a dit camarade. J'ai dit oui, il a dit waouh, on t'a jamais dit que tu ne ressembles pas à ton nom. Je dis oui, monsieur le directeur. Oui, je dis oui, monsieur. Ce qui m'intéressait, c'est qu'il m'aide à ce que je récupère ma bourse de soutien. Alors il a tapé, il a dit oui, je vois que tu es venu par la grande porte et ça, ton problème sera réglé. Il a réglé mon problème, je suis reparti, j'ai récupéré ma bourse. Alors ça m'a choqué que l'élite comme lui, et jusqu'à présent j'ai de l'admiration pour ce monsieur. Mais c'est que j'ai trouvé que c'est transcendantal, ça nous dépasse. Donc il a été choqué de me voir et que je prononce un tel nom. Donc ça a été un troisième facteur qui m'a choqué. Il y en a eu beaucoup. En 2017, j'étais à Dubaï. Il y a un marché qui s'appelle Deira. Entre Deira et là où j'habitais, c'est Djebel Ali. C'est des kilomètres. Donc on était dans le souterrain. On voyageait, on rentrait. Donc j'ai entendu des gens parler. Quelqu'un expliquait quelque chose à une fille. Il lui a dit 35. Il a dit 35. Alors la fille a demandé pendant longtemps. Il a dit, je lui ai dit non, il veut dire 35. Il dit oh ok. Il a dit vous êtes américain. Je dis oh j'aurais souhaité être américain. Je dis non, non. Je ne suis pas américain, je suis guinéen. Il a dit, vous êtes guinéen? Oui, elle était tellement contente. Elle a dit, je suis guinéen aussi. Alors là, on s'est pris dans les bras, on était très contents. Elle a dit, waouh! J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Elle a dit, non, je suis venu visiter. Je dis, ah d'accord. Je dis, c'est quoi votre nom? Il m'a dit, c'est Aïcha Diallo. Elle a dit, vous aussi votre nom? Je dis, c'est Camara. Elle a dit, Camara? Vous êtes... vous n'êtes pas peur? Donc j'ai trouvé qu'elle était choquée. Et j'étais choqué par le fait qu'elle était choquée. Parce que pour elle, je ne devrais pas porter ce nom. Donc alors ça a été, pour revenir, désolé d'avoir été long, mais j'ai trouvé que c'est quelque chose qui est dans ma tête des Guinéens et ça me transcende. Là, les Guinéens des étrangers, j'en ai vécu quelque chose par exemple en Angleterre, une situation pareille. L'élite guinéenne, monsieur 18, l'imam à la mosquée, des gens dans la rue, tout le monde ne peut pas, toute personne n'est épargnée. Donc ça nous prend, ça nous emprisonne. Donc c'est ce qui m'a motivé de choisir le thème avant de partir. Les effets de la diversité ethnique sur le développement économique. Vous pensez que donc, la diversité ethnique, au lieu d'être un avantage, est un frein au développement de la Guinée? Ça, c'est une excellente question. Depuis 1960 jusqu'à la fin des années 90, tous les experts en matière de développement, je ne sais pas s'ils l'ont fait de façon délibérée, mais ils ont ignoré presque les questions qui sont non économiques quand ils font l'étude et l'évaluation du développement des pays. Ils l'ont presque ignoré complètement. Et alors, en 1960, le chef des économistes de la Banque mondiale, avec d'autres chercheurs, avait fait des prédictions par rapport à la croissance économique des pays africains qui venaient d'être indépendants. Donc, ils ont fait une projection de minimum 7%. Ils ont dit que les pays africains, à la fin du siècle passé, c'est-à-dire du XXe siècle, auraient au minimum à moins une croissance de 7%. Parce que voilà, il y a X, Y, Z qui étaient réunis.
Donc, mais en 1990, lorsqu'ils ont fait la réévaluation, il y a un grand nombre de pays qui n'avaient même pas eu la croissance de 2%. Donc ils étaient tous étonnés. Il y avait même certains pays, dont la Guinée, pendant une période qui a eu une croissance économique négative. Donc ils se sont posé la question. Il y a un certain William Easterly avec Levine qui est l'un des plus grands financiers de notre temps, qui ont fait une étude comparative entre les pays de l'Asie du Sud-Est et les pays de l'Afrique subsaharienne. Alors, les conclusions de la recherche, c'était quoi? C'était 28% du différentiel en croissance économique entre les pays de l'Afrique subsaharienne et les pays de l'Asie du Sud-Est pourrait être expliqué par les effets de la diversité ethnique sur les moteurs de croissance économique des pays africains. Et lorsque cette étude est sortie, ça a été comme une bombe. Parce que depuis longtemps, vous savez, les acteurs majeurs, notamment la Banque mondiale, l'FMI, etc., les gens ont dit, bon, pour avoir le développement économique, il faut un certain niveau d'investissement, d'épargne, il faut, voilà, des variables économiques, comme je le disais. Mais ces gens ont trouvé que c'est plutôt les effets de la diversité ethnique qui pouvaient expliquer le niveau de croissance économique, le niveau du différentiel de croissance économique entre les pays de l'Afrique du Sud-Sahara par rapport aux pays de l'Asie du Sud-Est. Ils ont trouvé par exemple les pays de l'Asie du Sud-Est en 1999 ont eu une moyenne de croissance économique de 5%. Les pays de l'Amérique latine ont eu une moyenne de croissance économique. Non, les pays de l'Asie du Sud-Est, je pense, si je me trompe, ont eu une moyenne de croissance de 7%. Les pays de l'Amérique latine entre 2 et 5%. Et comme je le disais, il y a eu des pays africains, y compris la Guinée, qui ont eu une moyenne de croissance économique pendant une période négative. Donc, alors, et là, c'est la moyenne. Donc, si vous partez d'une, ce qu'ils appellent d'une parfaite homogénéité ethnique, c'est-à-dire que dans un pays, par exemple, toute la Guinée, il n'y a qu'une seule ethnie. Donc, si vous partez d'une parfaite homogénéité à une parfaite hétérogénéité, c'est-à-dire que chacun des Guinéens soit d'une ethnie différente, c'est que plus de 50% du différentiel de croissance économique entre l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud-Est pourrait être expliqué par les effets de la diversité ethnique sur la croissance économique. Alors, et vous verrez, et cette question est tellement complexe qu'il y a beaucoup de gens, et jusqu'à présent, beaucoup de gens qui tentent de banaliser, disent bon écoutez, la division ethnique c'est un fait. Les politiciens par exemple, j'en ai tellement entendu, mais bon, ce sont des politiciens qui par manque de projet de société tentent de diviser les gens. Je pense que ces gens n'ont pas la bonne information, la bonne compréhension de la question en quelque sorte. La question de la diversité ethnique elle est extrêmement complexe. Il y a eu un certain docteur Anthony Bannon avec certains collègues qui ont réalisé une étude sur 9 pays en voie de développement pour déterminer ce qu'ils appellent le facteur identitaire le plus important. C'est-à-dire le facteur qui pousse les gens à se rétracter derrière leur identité. Donc ils ont choisi la religion, ils ont choisi l'ethnie, ils ont choisi la classe sociale. Et ils ont trouvé de loin l'ethnie est le facteur de catégorisation identitaire le plus important. C'est-à-dire, pour être beaucoup plus précis, si par exemple vous êtes Soussou en Guinée, vous apprenez que quelqu'un a gagné 5 millions de dollars aux États-Unis, vous serez beaucoup plus heureux d'apprendre que ce dernier est Soussou que d'apprendre qu'il est musulman, par exemple, si vous êtes musulman, ou bien qu'il est de la classe sociale que vous savez, qu'il gagne par exemple 5 millions de francs guinéens par mois. Et ils ont trouvé que les gens ont tendance à s'identifier beaucoup en termes d'ethnie et autre chose. Alors, et cette propension, elle se manifeste surtout devant une compétition en matière d'emploi ou bien une compétition politique. Si par exemple vous êtes en train de compétir pour obtenir un emploi, si vous êtes rejeté, vous avez beaucoup plus tendance à penser que c'est à cause de votre ethnie qu'on vous a rejeté qu'un autre facteur. Et si c'est vous qui interviewez, vous avez beaucoup plus tendance à choisir la personne de votre ethnie qu'à choisir quelqu'un par exemple d'une autre religion ou bien d'une autre ethnie ou bien d'une autre classe sociale. Alors, pour revenir à la question que vous avez posée, les effets de la diversité ethnique, et ils ont trouvé, William Easterly et Levine, ils ont trouvé que les 15 pays le plus ethniquement diversifiés au monde se trouvent en Afrique. Le 14 pays plutôt, le plus ethniquement diversifié se trouve en Afrique. Le 15e des 15 premiers, c'est l'Inde. Et ils ont trouvé que parmi les pays africains, le pays le plus ethniquement divers, c'est le Botswana. Et par coïncidence, de 1960 à 1999, le Botswana a été le seul pays, l'un des seuls pays, si ce n'est que le seul pays africain, à avoir une moyenne de croissance économique de 10,5.
Tous les autres pays ont eu des acrobaties de haut et bas, et il y en a d'autres même, y compris la Guinée, comme je le disais, qui a eu une croissance économique négative. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les index, parce qu'il faut, si vous parlez de la diversité ethnique, il faut savoir mesurer. Comment est-ce qu'on mesure la diversité ethnique? Il y a différents index qui ont été développés. Il y a l'index qu'on appelle fragmentation, en anglais on dit fractionalization, la fragmentation ethnique et la polarisation ethnique. La fragmentation ethnique, c'est quoi? C'est quand vous prenez un pays donné, par exemple la Guinée, comme il s'agit de la Guinée, les données que moi j'ai vues, les plus récentes et les plus crédibles, ont été publiées dans ce qu'ils appellent l'encyclopédie mondiale chrétienne. Elles ont été collectées, traitées et publiées en 2001. Ces données indiquent qu'en Guinée, il y a 37% de Peul, 25% de Malinké, 12,5% de Soussou, et je pense 5% de Kissi, 4% de Berzé et les autres minorités qui viennent. Donc pour calculer cet index, pour pouvoir mesurer le niveau de diversité, ce qu'ils font, c'est de trouver la probabilité, en réunissant tous ces pourcentages, de trouver la probabilité que quand des individus sont choisis au hasard, la probabilité que ces deux individus appartiennent à des groupes ethniques différents. Alors, ils estiment théoriquement que plus la probabilité est élevée, moins ce pays est à même. Et l'index de la Guinée, c'est 64%. La Guinée a un taux de fragmentation ethnique de 64%. C'est-à-dire, si vous choisissez deux individus au hasard en Guinée, il y a une probabilité de 64% que ces deux individus appartiennent à des groupes ethniques différents. Et le second index, c'est la polarisation ethnique. Mais le premier index, comme je le disais, plus ils estiment que plus la probabilité est élevée, plus le pays a des difficultés à déclencher un processus de croissance économique. La raison est simple, parce que tout simplement, comme je vous le disais tantôt, une fois que quelqu'un appartient à un groupe ethnique différent, vous êtes opposé. Donc dans les pays ayant des index de fragmentation ethnique élevés, ces pays ont des difficultés à s'entendre. Les groupes ethniques à l'intérieur du pays ont des difficultés à s'entendre. Donc il y a ce qu'ils appellent les canaux de transmission des effets de la diversité ethnique sur le processus de croissance économique. Peut-être on reviendra. Mais le second index utilisé, c'est l'index qu'ils appellent la polarisation, c'est-à-dire c'est le niveau de division, le niveau de haine entre les différents groupes ethniques basé sur le niveau de différence d'accès aux opportunités économiques et politiques dans le pays. Et la Guinée, malheureusement, a l'index de polarisation ethnique le plus élevé en Afrique, l'un des plus élevés au monde. La Guinée a 84% de polarisation ethnique. Et là, il n'y a pas de contradiction entre les différentes théories. Plus votre polarisation ethnique est élevée, moins vous avez de chances à déclencher un niveau de croissance économique conséquent. Mais la fragmentation ethnique, ils estiment que si la fragmentation ethnique est modérée, là c'est beaucoup plus grave parce que ils estiment que si c'est moins élevé, les groupes ethniques ont les possibilités de coordonner des actions pour entreprendre des actions contre un autre groupe ethnique ou bien entreprendre des actions contre le gouvernement. Et cela crée l'instabilité. Une fois que l'instabilité est créée, on ne discute plus de développement, on discute des questions, comment trouver la solution à l'instabilité dans le pays. Donc alors, je suis parvenu, évidemment si vous voulez on pourrait aller dans les détails, mais j'ai trouvé que l'ensemble des canaux de transmission de la diversité ethnique au processus de croissance économique de la Guinée, pour le moment, sont tous négatifs. La Guinée a des indicateurs négatifs, c'est-à-dire que les effets, évidemment j'aurais voulu réaliser ce qu'ils appellent une étude quantitative, j'ai fait une étude qualitative. L'étude quantitative vous permet quoi? De déterminer le niveau de variabilité de la croissance économique qui pourrait être expliqué par la variabilité de la diversité ethnique. Mais en même temps, l'étude qualitative permet d'identifier les canaux de transmission des effets de la diversité ethnique sur les moteurs de croissance économique. Et malheureusement, comme je le disais, tous les indicateurs au niveau de la Guinée sont négatifs. Alors, avec tout ce background que vous avez et toute cette expérience, en tout cas en matière de diversité ethnique et j'en passe, quelle sera la suite? Donc, quel est votre projet aujourd'hui après cette formation en Angleterre? Qu'est-ce que vous comptez faire sur le terrain pour essayer d'inverser quelque peu cette tendance négative?
Merci, je pense que c'est une question très pertinente. Avant d'aller, j'avais entrepris quelque chose, comme je vous le dis, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'en ai d'ailleurs fixé comme un objectif de ma vie. L'objectif de ma vie, c'est quoi? C'est de me réveiller un jour, avoir un espoir réaliste, même si je ne le vis pas, mais avoir un espoir réaliste qu'un Guinéen du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest et du Centre ne juge pas un autre Guinéen sur la base de ses origines ethniques, mais sur la base de ce qu'il peut faire ou bien ce qu'il ne peut pas faire pour la Guinée, c'est-à-dire le contenu de son caractère. C'est ça mon objectif. Alors, ayant fixé cet objectif, j'avais entrepris quelque chose avec des amis. D'abord des amis guinéens et des amis non guinéens, mais des étrangers, mais amis à la Guinée, des Français, des Australiens, des Américains. On avait entamé un projet qu'on appelle Love Guinea Basketball, qui visait à promouvoir l'unité nationale à travers le sport. Alors, on a pris contact avec beaucoup d'institutions et d'acteurs ici au niveau local, mais aussi au niveau international. Mais arrivé à un certain niveau, moi-même, j'ai trouvé que je n'avais pas des arguments solides. Parce qu'il fallait que j'ai des arguments scientifiquement irréfutables, empiriquement irréfutables. Et aujourd'hui, je pense que jamais. Alors, je suis en train de travailler avec des amis pour mettre en place un projet qu'on appelle Engagé pour une Guinée meilleure. Alors, ce projet vise à... En fait, c'est un projet qui est une campagne d'information et de sensibilisation sur les effets de la diversité ethnique sur le processus de croissance économique en Guinée. Nous allons le lancer très bientôt, lorsqu'il sera fini. Il y a 3 phases, une première phase sur les réseaux sociaux, une seconde phase sur les médias traditionnels, et une autre phase qui portera sur des événements sur le terrain, des conférences, des débats, des discussions, pour sensibiliser les Guinéens et expliquer que ce n'est pas un concept aussi difficile que les gens tentent de le banaliser. Bon, écoutez, comme je vous le disais, la division ethnique, c'est le fait des politiciens. Non, la division ethnique, elle est partie de 2 facteurs majeurs, je dirais moi. Premièrement, en 1885, à la conférence de Berlin, comme vous le savez, il y a des gens, des pays qui s'estiment super puissants, intelligents, qui sont assis autour d'une table et qui ont fait une règle pour tracer des frontières des États africains à devenir. Et alors, ils ont tracé ces frontières, pas parce qu'ils avaient forcément souci de développer ces États à devenir en Afrique, mais parce que plutôt, ils avaient des projets d'alimentation de leur unité industrielle, d'alimentation de leur économie. Donc alors, du coup, ils ont tracé et divisé l'Afrique sans tenir compte de ce que nous sommes, d'abord culturellement, ethniquement, traditionnellement, ils ont tenu compte absolument de rien. Il y avait des empires qui naissaient et qui disparaissaient en Afrique, comme partout à travers le monde. C'est comme ça, le processus d'évolution de l'être humain, ça grandit, ça disparaît. Mais nous avions notre culture, nous avions notre conception de la gestion de la sphère sociale. Mais ça a été arrêté. Ils ont divisé, ils ont imposé. Alors, ils nous ont donné un concept de développement qui consistait essentiellement en quoi? La réalisation d'un certain nombre d'infrastructures sociales. On fait des routes par là, on fait des ponts par-ci, on donne du courant et de l'eau, et puis voilà, les gens réjouissent. Ça réjouit. On dit que nous avons des ponts, nous avons des routes, nous avons du courant et nous avons de l'eau. Ils estiment que c'est ça le développement. Sachant que le développement, c'est quoi? C'est un processus indéfini de création des biens et des services que les économistes appellent des richesses. Et ces richesses, quand elles sont créées, elles sont réinvesties dans ce même processus pour créer davantage de richesses et après, pour que nous puissions nous-mêmes réaliser nos infrastructures, réaliser par exemple des ponts, des routes, des écoles, des centres de santé, d'universités qui répondent plutôt à nos besoins, plutôt qu'à des aspirations venues d'ailleurs. Alors, l'Afrique a été divisée de temps, on n'a pas tenu compte. Par exemple, si vous regardez du côté de Malawi, de la Zambie, il y a des Chivas et des Tomboucas qui ont les mêmes valeurs, les mêmes traditions, mais qui se retrouvent dans des frontières différentes. En Guinée, il y a des Malinqués au Mali, des Malinqués en Guinée, des Peuls du côté du Sénégal, Mali, et puis des Thomas du Libéria et de la Guinée, etc. Ils n'ont jamais tenu compte de ces facteurs. Ça, c'est le premier facteur. Et aussi, si l'on peut aller plus loin, c'est que lorsqu'ils ont fini de diviser cela, ils ont mis des structures politiques de gestion, ils ont mis des leaders traditionnels en place et puis ils sont partis jusqu'à mettre, par exemple, si vous prenez un exemple spécifique, les forces de défense et de sécurité. Ces forces de défense et de sécurité, c'était quoi? C'était un système basé sur la démagogie, la propagande et la violence. Et vous verrez aujourd'hui, essentiellement dans beaucoup de pays sous-développés, notamment en Afrique, les relations qui existent entre les forces de sécurité et les citoyens, c'est quoi?
les forces de sécurité des citoyens savent que quand il y a quelque chose, il faut mater. Il faut mater pour obtenir ce qu'on veut. Et les citoyens, quand ils voient les forces de sécurité, ils voient plutôt une terreur, un ennemi. Sachant que normalement, dans les conditions normales, dans les autres pays, quand on voit un agent de force de sécurité, on sait que voilà, on a quelqu'un qui est venu pour secourir. Et ça, c'est comme ça, ça a évolué la mentalité, ça continue comme ça. Alors, les pays ont été divisés et le système de gouvernance a été importé, qui ne nous appartient pas. Ça, c'est un premier facteur. Le deuxième facteur, comme je le disais, la diversité, elle est africaine. Mais, je le disais, il y a 64% de fragmentation ethnique en Guinée, 84% de polarisation ethnique en Guinée. La Guinée est naturellement diverse. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que nous ayons du leadership visionnaire qui comprend vraiment cette histoire, parce qu'on ne peut plus retourner, disons, à la conférence de Berlin de 1885, dire, bon, écoutez, on remet l'Afrique là où elle était, on remet les frontières, tout en tenant compte des compositions sociologiques des sociétés africaines, ce n'est plus possible. Mais cependant, ce système qui existe, la démocratie qui existe aujourd'hui, ce n'est pas une démocratie qui est une émanation de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, ce n'est pas une émanation de nos civilisations. On avait nos démocraties. Vous avez certainement pas entendu parler de la charte de Kouloukamfuga, de Gramadeu, qui était là, qui n'avait absolument rien à envier à une démocratie. Surtout d'alors, il n'y avait que des empires en Europe et dans les autres pays. Vous avez entendu parler des Fouta théocratiques, qui avaient une succession démocratique à l'africaine qui était acceptée. Mais tout cela a été balayé de réverbement, ça a été divisé, des gens ont été mélangés, et puis voilà, c'est un composite extrêmement complexe, difficile à gérer. Et en gros, maintenant la stratégie pour lutter contre tout ça, c'est la sensibilisation, si je comprends bien. Oui, il y a un certain nombre de réformes qu'il faut réaliser. C'est ce que nous voudrions mettre en œuvre au niveau du projet dont je vous ai parlé. Le projet, on l'a nommé EGM, Engagé pour une Guinée meilleure. C'est la sensibilisation dans ce domaine. Donc, les académiciens, les experts estiment que pour s'attaquer à cette question, ce n'est pas une solution superficielle, circonstancielle. Il faut aller en profondeur. Il y a ce qu'ils appellent le nation builder, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une identité nationale. En 2008, j'étais à l'ambassade des États-Unis, j'étais chargé de relations avec les médias, et ils célébraient la fête de l'indépendance nationale à l'ambassade. Donc, ils ont invité un certain Tizo Bangoura pour chanter l'hymne national guinéen, et puis il y avait un citoyen américain aussi qui allait chanter l'hymne national américain. Donc Tizo, lorsqu'il a entonné l'hymne national guinéen, ça m'a touché, ça m'a affecté, je laissais tout ce que je faisais, j'ai tenu ma poitrine ici. Liberté, peuple d'Afrique, jusqu'à la fin. Avant qu'il ne finisse, j'avais déjà des larmes aux yeux. Et j'ai laissé tout ce que je faisais. Et après l'événement, je me suis fait appeler par l'ambassadeur en personne. Et moi, j'ai pensé que, parce que généralement, il y a tellement de protocoles, on vous fixe quelque part, vous ne bougez pas. Donc, je suis parti en tête, j'ai serré viré. Parce que voilà, et d'ailleurs, dès après que Tizo Bangoura a fini de cantonner, j'ai laissé tout ce que je faisais, je suis venu lui serrer la main. Je dis dans mon sous à peu près, je dis Tizo, il m'a dit oui, je dis Ibari Wali Faniraba, il n'y a pas de Fanira. Il a dit Sosé Nira. Je dis non. Je ne suis pas Soussou, mais je suis guinéen. Il a dit, ah bon, mais pourtant tu parles bien Soussou. Je dis, non, je suis guinéen, c'est notre langue, n'est-ce pas? Je lui dis, tu sais, Tizo, si j'avais été le premier président de la Guinée indépendante, j'aurais sollicité et j'aurais travaillé pour que la Guinée ait une langue commune. Et j'aurais choisi le Soussou, parce que j'estime que le Soussou, c'est la langue la plus guinéo-guinéenne, c'est la langue guinéenne la moins parlée au dehors, et surtout c'est la langue de la capitale. Il a dit, waouh, il a dit, toi tu seras président. Je dis, non, non, je n'ai pas cette ambition. Alors il m'a serré la main, on a gardé le contact. Donc l'ambassadeur, pour revenir à ce que je disais, il m'a convoqué dans son bureau, je suis parti. J'avais peur. Moi, je me disais qu'on allait me virer. Donc lorsque je suis arrivé, il m'a dit, camarade, je dis oui, il m'a dit, je t'ai vu, tu as pleuré là tout de suite. De quoi tu pleurais? Je dis, ah monsieur l'ambassadeur, c'est l'hymne national, ça me touche beaucoup. Quand on chante l'hymne national guinéen, je suis aux anges, ça, je ne me contrôle pas. Donc c'est pour cela que j'ai pleuré et j'ai versé des larmes. Il a dit waouh. Il a dit, tu sais, c'est ce qu'il faut à la Guinée. Il faudrait que les Guinéens soient fiers d'eux, qu'ils s'identifient à leur patrie. Pour revenir à ce que je vous disais sur le nation building. Et le nation building commence par quoi? Par des réformes au niveau de l'éducation. Il faut que nous enseignions l'importance de s'identifier à la nation guinéenne plutôt qu'à un groupe ethnique. Mais comme je vous l'ai dit, ça ne va pas être facile. Des études empiriques de haut niveau ont prouvé que l'être humain a beaucoup plus tendance à s'identifier à son ethnie qu'à autre chose.
Et malheureusement, dans les pays ethniquement divers, il a été prouvé que les gens s'identifient toujours à travers leur ethnie. Et tant que cela se passe, le niveau de fragmentation et de polarisation ethnique va continuer à augmenter. Et tant que cela se passe, ça va affecter l'ensemble de la nation, notamment le processus de développement économique. Donc, nation building, c'est des réformes au niveau de l'éducation. Et si possible, je ne sais pas si ça pourrait être possible à ce stade, tenter de promouvoir, disons, l'utilisation d'une langue guinéo-guinéenne. Je vous disais d'entrée de jeu, quand je montais dans le taxi, je regardais les gens, on se parlait du français. Sachant que, par exemple, si vous allez au Sénégal, c'est Nangadef, comme je le disais. Si vous allez au Japon, vous dites Nangadef, tout le monde sait que vous êtes sénégalais, on ne se pose pas la question. Mais si vous allez aux États-Unis, vous dites Inike, ils vont dire Maleke les Nye. On va vous demander si vous êtes Maleke, sachant que le Manika est guinéen. Donc, c'est important de trouver ce médium, cet instrument qui puisse unifier les Guinéens. Maintenant, au-delà de cela, il y a le côté institutionnel. C'est extrêmement important. D'ailleurs, c'est l'un des premiers points que les Guinéens, surtout l'élite guinéenne, comprennent que le concept de l'ethnie n'est pas banalisé. Et que l'élite guinéenne comprenne que la Guinée a une fragmentation ethnique de 64% et une polarisation ethnique de 84%. C'est extrêmement important et qu'on tienne en compte. Maintenant, pour revenir à ce que je disais, le cadre institutionnel, il faut le revoir. Et il a été prouvé que, d'abord, au niveau du type de régime, il y a le régime présidentiel et le régime parlementaire. Il a été prouvé que le régime présidentiel marche beaucoup mieux que le régime parlementaire dans les sociétés ethniquement diverses. Mais cependant, il faut faire en sorte que le régime présidentiel ne soit pas super puissant. Comment est-ce qu'il faut le renforcer? C'est ce qu'ils appellent le fédéralisme. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des fédérations au niveau régional. Mais ces fédérations aient à leur tête des exécutifs qui sont élus. Comme ça, quand les gens élisent les représentants au niveau régional et fédéral, ils sont beaucoup plus à l'aise, ils se sentent beaucoup plus en sécurité. Si quelqu'un élit un président, ils sont moins préoccupés, donc ils sont moins disposés à entreprendre des actions qui peuvent empêcher le président ou bien son gouvernement, par exemple. Donc, alors, le cadre institutionnel, c'est ce qu'il faut revoir. Et ils disent même au niveau, par exemple, du choix des dirigeants. Il y a ce qu'ils appellent le choix au pluriel et le choix et les représentations proportionnelles. Ils estiment que les pays ethniquement divers, s'ils arrivent à désigner ou bien élire les représentants à travers des représentations à la proportionnelle, ils ont beaucoup plus de chances que ceux-ci ne tombent pas dans des fragmentations et des polarisations ethniques élevées. Et le troisième point, c'est les politiques publiques. Il faut qu'il y ait ce qu'ils appellent les politiques inclusives. Les politiques inclusives permettent quoi? Permet de limiter ce qu'on appelle l'inégalité horizontale. L'inégalité horizontale, c'est quoi? C'est par exemple, quand quelqu'un est élu président, déjà, comme je l'ai dit, une fois qu'on élit président dans un pays ethniquement divers, les gens le voient plutôt comme étant d'une ethnie au lieu de le voir comme étant, disons, un fils de la nation. Donc, alors, dans les politiques de développement, si par exemple, disons que c'est un souci qui est président, ou un forestier qui est président en Guinée, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, s'il y a des allocations budgétaires, si l'on vous dit que c'est un forestier qui est en Guinée, il alloue par exemple 2 millions de dollars pour la forêt dans le domaine de l'agriculture, il alloue 500 000 dollars pour la Haute-Guinée et disons 1 million de dollars pour la Moyenne-Guinée et 200 000 dollars, immédiatement ça crée quoi? Ça crée cette balkanisation, cette fragmentation, cette polarisation, parce que les gens disent ah oui voilà, même si par exemple lui il estime que cette décision est conséquente, les gens ne peuvent pas le voir comme ça. Donc il faut qu'il y ait des politiques inclusives, c'est-à-dire une attribution à la proportionnelle, disons, par exemple des dépenses publiques, que les gens se retrouvent là-dedans. Donc, et qu'on donne la chance à tout le monde. C'est extrêmement important et c'est fondamental. Et je vous donne un exemple. Et il y a des pays ethniquement divers à travers le monde. Les États-Unis ont une polarisation ethnique de 79%, une fragmentation ethnique de 69%. La Belgique a la polarisation ethnique la plus élevée au monde. Mais si vous regardez la performance institutionnelle de la Belgique bat même les États-Unis au niveau de performance institutionnelle. Si au niveau de l'état de droit, par exemple, la Belgique a 92%, sachant que la Guinée a moins de 10%. Donc la Guinée a une performance négative. Donc si l'institution cadre avec la composition sociologique du pays, il y a beaucoup plus de chances de contrôler ce cheminement vers la fragmentation ethnique, elle est naturelle reste. Mais la polarisation ethnique, la division ethnique, elle peut varier. Et vous avez vu, peut-être vous avez souvenance qu'entre 2010 et 2011, la Belgique a fait plus de, je pense, 400 à 500 jours sans gouvernement.
Mais le pays a maintenu une croissance économique de 2,7%, la Belgique. Donc, comme le cadre institutionnel existe, le cadre institutionnel tient compte de la composition sociologique du pays, le pays continue toujours à déclencher un processus de développement économique soutenable dans la durée. Tout ça, c'est important ce que vous dites, mais c'est purement, on va dire, formel, à part la sensibilisation. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire avancer les choses, notamment sur le plan institutionnel? Parce que vous n'êtes pas au sommet de l'État, donc sur le plan institutionnel, qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire bouger les lignes? Je ne sais pas, j'espère que je pouvais savoir exactement ce qu'il faut faire pour transformer la Guinée. Je vous ai dit que l'objectif de ma vie, c'est de faire en sorte que les Guinéens du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest et du Centre ne se jugent pas sur la base de leur origine ethnique, mais plutôt sur la base de ce qu'ils peuvent faire ou bien peuvent ne pas faire pour la Guinée. Alors, moi, je m'investis dans ce sens. Je vais à travers ce projet, avec tous ceux qui sont avec nous, nous allons présenter cela, parce que déjà, comme je vous l'ai dit, même les académiciens les plus avisés ignoraient l'importance du concept, l'importance des effets de la diversité ethnique. Donc en Guinée, peut-être aussi, c'est plus ou moins la même chose. Donc nous, notre objectif, c'est de présenter la situation qui revient au peuple de Guinée, surtout à l'élite, d'estimer, ah oui, ça c'est fondamental, nous voulons changer. Alors, on entreprend des actions majeures, notamment les réformes au niveau de l'éducation nationale, les réformes institutionnelles, les réformes au niveau des politiques publiques de développement pour déclencher un processus d'ensemble. Et encore, il ne faut pas se leurrer. Le développement, ce n'est pas quelque chose qui tombe par un décret. On ne décrète pas le développement. Le développement, c'est un long processus. Et un processus qui évolue en temps de cycle. Ce n'est pas une trajectoire rectiligne. Ça prend du temps. Mais quand les gens se mettent en place, tout en tenant compte, comme je vous ai dit, de tous ces facteurs sociopolitiques, historiques, surtout ceux de la composition sociologique du pays et surtout aussi du contexte international, parce que le monde est tellement interconnecté, on ne peut pas évoluer en isolation. Donc, il faut qu'il y ait du leadership visionnaire qui tient en compte de tous ces facteurs pour entreprendre ces réformes majeures au niveau de l'éducation, au niveau institutionnel, au niveau des politiques, pour faire bouger la Guinée selon qu'il faut, tout en étant réaliste. Et nous, ce que nous faisons, c'est de présenter ça. Il revient à l'élite d'entreprendre les actions. Il revient au peuple souverain de Guinée d'entreprendre ces actions pour que cela arrive. Mais comme je le disais, le développement, ce n'est pas un décret qui amène le développement. C'est un ensemble de processus et ça prend du temps. Il ne faut pas se leurrer. Ça prend du temps, mais il faut poser des gens. Je vous ai parlé de la Belgique tout à l'heure. La Belgique n'a pas commencé hier. Si sa performance au niveau institutionnel est arrivée au-delà de 90%, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Merci beaucoup, M. Djibril Kamara. Je vous remercie.